on a l'idée, et c'est vrai que la plupart des météorites qu'on récupère, on les récupère soit dans le désert, dans un désert comme ici, ou dans un désert glacé. Et on pourrait avoir tendance à penser que les météorites tombent plutôt dans le désert ou en Arctique et en Antarctique. C'est absolument pas le cas. Les météorites tombent partout, de manière aléatoire, sur toute la surface du globe. Par contre, vous imaginez si, à moins que vous soyez témoin d'une chute, à ce moment-là, vous pouvez essayer de repérer où la météorite est tombée et essayer d'aller chercher, prospecter dans l'endroit, dans la région où vous avez observé cette chute. À moins que vous soyez donc témoin d'une chute, si vous êtes au beau milieu d'un pierrier dans les Alpes, rien ne semble plus, à part certaines personnes spécialistes, mais rien ne ressemble plus à un caillou qu'un autre caillou. Et donc vous avez peu de chances de trouver le bon caillou que serait la météorite. Par contre, si vous êtes dans une région du globe où il y a peu de roches, donc dans le désert, en Arctique ou en Antarctique, là effectivement, si vous voyez au milieu de la glace une belle roche, il faut trouver un moyen d'expliquer pourquoi cette roche est arrivée là. Un autre indice, vous voyez ici, autour d'autres roches, là dans le désert, vous avez la surface de la météorite qui est extrêmement foncée, puisque au moment où elle a traversé l'atmosphère, elle a chauffé, elle a été portée à très haute température, elle a même parti une bonne partie de sa masse qui a disparu lors de la traversée atmosphérique, et vous avez une croûte de fusion à la surface qui fait que pour la plupart, et ce n'est pas vrai pour toutes les météorites, mais il y a une croûte de fusion sombre qui est à l'extérieur de la météorite. Non, j'ai pas. Ici, donc, en ressortant, vous avez un autre exemple que Muriel nous a apporté, donc Allende, et vous pourrez regarder, je vais la poser. On voit des exemples vraiment de régions où on a la croûte de fusion qui est extrêmement fine, et à l'intérieur, vous avez le matériau originel de la météorite. Donc des météorites, il en tombe à peu près dans toutes les régions. Au niveau des flux, on estime à l'heure actuelle qu'il tombe environ 10 tonnes par an de météorites. Donc il y en a encore qui tombent à l'heure actuelle. Donc heureusement pas d'un coup en un bloc, parce que ça pourrait avoir des conséquences assez néfastes. Et aussi on en parle assez peu, mais il existe aussi une catégorie d'apports extraterrestres sous forme de micrométéorites, qui sont des météorites, des petites météorites qui sont soit des petits fragments d'astéroïdes ou de la poussière cométaire qui tombent sur Terre, qu'on récolte principalement en filtrant des glaces en Arctique et en Antarctique, et on arrive à extraire ces petites poussières. Après, il faut trier le bon grain de livret et trouver lesquels sont des météorites, mais il y a des techniques pour faire ça. Et là, on estime, alors si vous regardez les publications, il y a des facteurs 2, 5, voire 10 sur les estimations de flux, mais les micrométéorites, il y en a, on peut dire environ 10 000 tonnes par an qui tombent sur Terre. Donc on a ces différents types d'apports, mais je vais vous parler ce matin essentiellement des météorites. Donc les météorites sont des petits corps, et donc ça c'est très simplifié le processus d'accrétion. Donc on part d'un nuage moléculaire qui s'effondre sur lui-même, l'étoile se forme en son centre, et vous avez, comme on a vu tout à l'heure, accrétion, donc à partir de grains microscopiques, on va accréter de corps de plus en plus gros qu'on va finir par appeler des planétésimaux, et les planétésimaux vont continuer cette phase d'accrétion et aboutir à la formation des planètes principales du système solaire. Et il y a les restes, tout ce qui n'a pas été incorporé à la matière, au Soleil, aux planètes, ou qui n'a pas été éjecté hors du système justement au travers des jets qu'a évoqué Thierry ce matin. On a toute une famille d'objets dans le système solaire qu'on appelle les petits corps, les astéroïdes, les comètes.
Et quand un fragment, un astéroïde tombe sur Terre, on l'appelle un météorite. Si ça traverse, si ça fond, si ça brûle dans le ciel, ça sera un météore. Si à partir du moment où il y a impact et qu'on récupère un échantillon au sol, c'est un météorite. Donc une météorite, c'est un résidu de matière qui n'a pas été incorporé au Soleil et aux planètes lors de leur formation. Donc on a 3 grandes familles. Les météorites métalliques, donc je vous en ai parlé, on parle aussi de sidérites. Alors en termes de classification, on met, comme vous avez, on peut déjà le sentir, il y a toute une gradation de composition entre rocheux, mixtes et ferriques. Donc un peu arbitrairement, on dit que tout ce qui a plus de 90% d'alliage fer-nickel appartient à la famille des météorites métalliques ou sidérites. C'est la même chose. Donc en nombre, elles représentent 4% des météorites collectées et en masse environ 90% de la matière. Oui. Certaines personnes les recherchent comme ça, mais il n'y a pas que des météorites qui sont métalliques qu'on peut récupérer. Il y a certains signes qui montrent effectivement qu'il s'agit bien d'une météorite et pas d'un vestige d'une activité métallurgique qui est dans la région. Autre grande famille, donc les météorites métallopierreuses ou mixtes, et à ce moment-là, on place le curseur entre 35 et 90% d'alliage fer-nickel. Et je vais décrire 2 sous-ensembles de ces météorites mixtes, les palacites. Certains d'entre vous l'ont reconnu, justement, c'est la météorite qui est jolie. Donc c'est une palacite, et certains, quand j'allais écouter ce que vous disiez, celle que la plupart d'entre vous n'ont pas reconnue, c'était la mésosidérite. Donc une classe de météorites, une sous-classe de météorites mixtes, et ensuite, parmi les météorites pierreuses, donc moins de 35% de métal, on a les chondrites, les achondrites, et parmi les chondrites ordinaires et les chondrites carbonés. Donc je vais aller dans ces différentes ramifications de la classification pour qu'après, si vous entendez des exposés au sujet des météorites, vous ayez les bases de vocabulaire pour vous repérer un petit peu dans le discours des spécialistes. Alors, des météorites métalliques, vous avez pu les observer. Alors, est-ce qu'il y a des détails sur cette météorite qui vous ont surpris en les observant? Oui, il y a des structures qui apparaissent à la surface. Alors ces structures, elles apparaissent. Alors il faut donc faire une section dans la météorite, il faut la polir et il faut faire une attaque acide à la surface pour faire apparaître ces structures. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les sous-catégories des météorites métalliques. Donc, ensuite, on ramifie les classifications en fonction de leur composition en éléments qui sont présents à l'état de strass. Et donc, ces petites structures que vous avez pu observer à la surface des météorites métalliques, on les appelle les motifs de Widmanstätten. Et ça, d'une certaine manière, c'est la preuve, sans avoir à faire des analyses isotopiques à l'intérieur de votre météorite, c'est la preuve que vous avez eu de la chance. À la limite, si vous marchez dans la forêt, vous trouvez un bloc de métal avec une croûte de fusion à la surface. Vous faites une section, vous faites une attaque acide à la surface, donc il faut avoir un peu d'équipement, mais bon, c'est vous pouvez l'envisager. Ces motifs sont des figures de recristallisation, mais qui indiquent en fait un refroidissement initialement homogène, mais un refroidissement extrêmement lent. Et pour observer ces structures,
on doit avoir des refroidissements qui sont de l'ordre d'1 degré par million d'années. Donc vous ne pouvez pas envisager de voir justement dans un résidu de haut fourneau, vous avez quelque chose qui peut vraiment ressembler à l'extérieur à une météorite, mais vous verrez jamais ces motifs de Widmanstätten à l'intérieur, puisqu'ils auront refroidi en quelques heures, donc beaucoup plus rapidement. Donc c'est une caractéristique des météorites métalliques, c'est la formation de ces structures qu'on peut faire apparaître après traitement de la surface. Donc voilà une autre photo de météorites métalliques. L'un des plus grands marchés de la météorite sur Terre, c'est eBay. Donc si vous voulez acheter des météorites, vous allez sur eBay, vous tapez météorite, et une météorite métallique, c'est parmi les moins chers, c'est environ 1 euro le gramme pour acquérir une météorite métallique. Par contre, vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi parce que vous n'êtes pas sûr de la bonne foi du vendeur. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce possible de récupérer sur Terre des météorites qui sont faits quasiment entièrement de métal, alors que nous, pour extraire du métal, il y a tout un procédé à mettre en œuvre. Et pour expliquer la formation de ces corps, il faut remonter alors à des processus qui vous seront évoqués. Je pense Hervé t'en parlera un petit peu demain, la différenciation pour la formation des planètes. Donc très rapidement, à partir du moment où vous formez un planétésimal dans le système solaire qui atteint une taille suffisante, alors suivant les hypothèses, c'est à partir d'une centaine de kilomètres de diamètre, vous pouvez initier un processus de différenciation à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce que c'est que la différenciation ? C'est les éléments les plus lourds vont migrer vers l'intérieur du planétésimal et les éléments les plus légers vont se retrouver à la périphérie. Alors là, l'échelle est pas du tout respectée. Le noyau va être beaucoup plus petit. C'est ce qui explique que sur Terre, on a un noyau, le manteau, la croûte. C'est des processus qui peuvent se passer à l'intérieur même de corps parents de météorites. Donc, on a différenciation et on va avoir un corps parent différencié qui va se former. On a vu des exemples d'impact illustrés de manière très belle ce matin sur le film. Et si vous avez un planétésimal différencié qui rencontre un autre et qui explose suite à une collision, eh ben vous allez envoyer dans l'espace des fragments qui proviennent du noyau, donc des fragments qui vont être essentiellement métalliques, des fragments qui proviennent des couches externes du corps parent, donc essentiellement rocheux, et des fragments qui viennent de la région intermédiaire où vous avez justement un mélange de roches et de métaux. Donc dans certains films et romans de science-fiction, on a les extraterrestres qui viennent envahir la Terre pour extraire nos matières premières. C'est des extraterrestres qui ne sont pas très intelligents parce que c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller chercher des astéroïdes métalliques plutôt que venir péniblement extraire nos matières premières sur Terre. Donc voilà pour ce qui concerne les météorites métalliques. Donc rien qu'avec ce processus de différenciation de corps parents, on a une bonne idée justement de la suite de ma présentation et de la déclinaison des différentes familles de météorites. Les palacites, les météorites qui sont jolies, justement, proviennent de cette région intermédiaire d'un corps parent qui était en cours de différenciation, et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'imaginer que cette petite fraction de météorite est une illustration
du processus de différenciation, puisque vous avez du métal et à l'intérieur des petites inclusions d'olivine qui sont justement une illustration sous vos yeux de ce processus de différenciation. Donc, les palacites proviennent de cette couche intermédiaire dans les corps parents. Alors, en ce qui concerne les mésosidérites, donc ces météorites qui sont à dominante, pas forcément à dominante, mais dans celles que j'ai, qui sont principalement métalliques, mais un petit peu noircies, esthétiquement moins belles que les palacites, on les appelle des mésosidérites. Et les mésosidérites, leur processus de formation, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas encore un consensus au sein de toute la communauté pour expliquer leur formation. Mais l'une des explications les plus répandues provient, comme je l'ai écrit ici, en fait, d'une collision entre deux corps parents, l'un métallique, l'un rocheux, qui rentrent en collision l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir reformer un second corps qui va être un peu le mélange des deux. Donc les mésosidérites sont des météorites mixtes, non pas parce qu'elles proviennent d'une couche intermédiaire d'un corps différencié, mais parce qu'elles sont en fait le résultat d'une collision entre deux corps déjà différenciés, mais un corps métallique et un corps rocheux. Donc c'est comme ça que vous pouvez expliquer la formation de ces météorites appelées mésosidérites. Alors, on passe maintenant aux météorites pierreuses. Et je vous avais dit tout à l'heure, il y a deux grandes classes, les chondrites et les achondrites. Et je vais commencer par la classe des achondrites, donc qui sont des météorites rocheuses dans lesquelles on ne voit pas justement ces petites inclusions souvent circulaires, dominées par de la roche. Et les achondrites proviennent des couches externes des corps parents. Et je vais en parler un peu plus en détail après. Certaines sont même des fragments de planètes ou même de la Lune. Donc sur Terre, on a ramené des échantillons lunaires, donc de manière artificielle, mais naturellement, d'une certaine manière, on peut dire qu'on a des échantillons de Lune qui nous arrivent. Comment est-ce que c'est possible ? Un impact sur la Lune qui va éjecter de la roche lunaire et qui va ensuite tomber sur la Terre. Donc la Lune est encore différenciée. Vous avez un fragment d'une couche externe de corps différenciés. Et donc par comparaison justement avec les échantillons lunaires qu'on a ramenés avec les missions Apollo et des études géochimiques de certaines météorites, on a pu montrer que certaines météorites récupérées sur Terre, qui sont des achondrites, proviennent de la Lune. Alors, ce sont des corps différenciés. On peut le voir sur ce diagramme. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez en fait un diagramme sur lequel vous avez en ordonnée l'abondance des éléments tels qu'ils sont mesurés dans la photosphère solaire. Donc l'abondance moyenne de la matière qui a formé tous les corps du système solaire. En ordonnée, on a l'abondance de ces mêmes éléments, mais mesurés dans une achondrite. Si on avait un matériau formé avec la même matière, donc sans différenciation, on aurait un alignement des abondances sur la diagonale. Et vous voyez que dans le cas de cette météorite, ce n'est pas le cas. On a eu une transformation de la matière entre le moment où la nébuleuse a commencé à s'accréter et la formation et la météorite qu'on a pu récupérer par la suite.
Donc ça, c'est un signe de corps différencié. Alors, une classe particulière de ces météorites pierreuses qu'on appelle les achondrites sont les météorites de type SNC. Donc, très rares, hein, on en a trouvé... au début, on en avait trouvé une petite douzaine, et le nom SNC hein, vient des régions dans lesquelles on a trouvé les premières météorites de cette classe. Et elles ont elles nous ont longtemps intrigués, ces météorites, puisque quand on les date, elles sont relativement jeunes. On peut montrer qu'elles ont été exposées aux rayons cosmiques uniquement quelques millions d'années. Elles présentent des indications minéralogiques d'impact et par le calcul, hein, on sent un peu de mécanique, il a été montré que suite à un impact sur Mars, donc une météorite tombe sur Mars, il est possible, ça peut paraître étonnant, mais statistiquement c'est possible, il est possible d'éjecter de la matière du sol martien et que cette matière ensuite puisse être capturée par la Terre, puisse tomber sur Terre. Et effectivement, ces SNC, on a pu montrer qu'elles proviennent très vraisemblablement de Mars, puisque dans certaines d'entre elles, on a trouvé des petites bulles microscopiques de gaz qui a été piégé. Et quand on compare les abondances de ces gaz piégés dans ces bulles aux abondances qui ont été mesurées sur Mars, donc c'est des mesures qui datent des années 70 par les sondes Viking, on voit qu'on a exactement la même composition, les mêmes abondances dans l'atmosphère de Mars et dans les inclusions de ces météorites de type SNC. Donc certaines météorites pierreuses proviennent de Mars. Alors là, le prix au gramme de ces météorites, vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est extrêmement rare. Donc j'en parlerai pas, mais vous avez peut-être entendu parler de l'histoire, entre guillemets, de la météorite martienne en 1996, une publication qui dit que dans une météorite de ce type-là, on aurait trouvé des indices de fossiles, de bactéries, des enrichissements isotopiques qui, pour certains, sont la signature d'une vie passée sur Mars. Donc, il y a des météorites, effectivement, qui proviennent de Mars. Pour la météorite dans laquelle certaines personnes imaginent qu'on a trouvé des preuves de vie passée, en général, il y a une publication qui dit on a mesuré ça, c'est une preuve irréfutable qu'il y a bien une signature de vie dans cette météorite. Et 2 mois après, il y a une autre publication qui dit avec un impact, en chauffant comme ceci, comme cela, avec tel ou tel processus complètement abiotique, on arrive à retrouver les mêmes signatures. Donc, cette question, la balance penche maintenant beaucoup plus dans le sens que ce ne sont absolument pas des indices de vie qu'on a mesurés dans cette météorite martienne. Mais je pense que vous en avez entendu parler pour la plupart, donc je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on identifie ces météorites et comment est-ce qu'on arrive à montrer qu'elles proviennent de Mars. Alors d'autres cas particuliers sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre, certaines météorites sont identifiées plus ou moins comme venant d'un astéroïde qui s'appelle Vesta. Donc en regardant un peu la composition de ces météorites, on les rattache à ce corps parent. Alors vous voyez, on n'a pas de très bonnes images de cet astéroïde. Mais donc plusieurs origines pour ces météorites pierreuses achondrites. Alors, les chondrites maintenant. Donc, sont aussi des météorites rocheuses, principalement donc dominées par
de la roche. Et donc, vous avez pu le voir, elles présentent ces petites structures circulaires, colorées parfois, qu'on appelle des chondres. Donc, quand on observe ces structures-là dans des météorites, on leur donne le nom de chondrites. Et ces chondres sont en fait formés à partir d'un matériau qui a été fondu, mais parfois très peu fondu, et refroidi très rapidement. Et certaines même de ces chondrites sont des chondrites carbonées qui contiennent un matériau très riche en carbone, et j'en parlerai cet après-midi. Donc des composés volatiles, des traces d'eau, mais aussi des molécules organiques. Donc ces chondrites sont dans la famille des météorites pierreuses, non pas parce qu'elles proviennent de la couche externe d'un corps différencié, mais en fait elles sont pierreuses parce qu'elles proviennent d'un corps qui n'a pas été différencié, et que les abondances, si vous avez un corps non différencié, le métal n'est présent qu'à des abondances extrêmement faibles. Donc, quand on cherche justement à dater la formation du système solaire, quand on cherche à faire des mesures sur les corps les plus primitifs du système solaire, on ne va pas s'attaquer à une sidérite, à une palacite ou à une achondrite, parce que ce sont des corps qui ont déjà subi des transformations géologiques, qui ont déjà une histoire parfois mouvementée derrière eux. Par contre, les chondrites n'ont même pas subi de différenciation. Je vous laisserai les météorites, mais vous regarderez par exemple sur la météorite, la chondrite A, si vous l'inclinez par rapport à la lumière. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on voit des petits points brillants qui sont des petites inclusions de nickel à l'intérieur, de fer et de nickel. Et donc ces corps sont des corps non différenciés. Et si on arrive à retrouver de l'eau, et si on arrive à retrouver des molécules organiques, c'est aussi un indice que le corps n'a été que très peu chauffé au cours de son histoire. Donc là, on a vraiment accès à un matériau extrêmement primitif et extrêmement précieux quand on se pose des questions sur les origines de la formation de notre système. Donc bon, des photos, mais vous voyez, c'est aussi spectaculaire en observant les météorites. Une météorite célèbre, une chondrite, Orgueil, qui contient des acides aminés à l'intérieur quand on fait l'analyse de cette roche. Et si je vous présente le même type de schéma que tout à l'heure, là vous voyez qu'il y a une parfaite corrélation entre les abondances des différents éléments, entre la photosphère solaire et les chondrites carbonées les plus primitives. Donc on a un matériau qui est le plus représentatif qu'on ait à l'heure actuelle du matériau qui a conduit à la formation du système solaire et de ses planètes. Voilà. Alors ensuite, bon, il y a plein de sous-catégories en fonction d'une part des abondances de métal à l'intérieur, et d'autre part en fonction du type de chauffage qu'ont subi les différentes chondrites. Donc les chondrites ordinaires, les chondrites carbonées, donc dans les plus précieuses et les plus célèbres sont les chondrites de type CI, CM, qui sont à la fois rares. Donc dans certaines on a absence de chondre, présence d'eau, de matière organique. Donc, et je vous reparlerai de cet après-midi de Murchison,
qui est la météorite, l'une des météorites les plus étudiées d'un point de vue de matière organique qu'elles peuvent contenir. Voilà, et donc ce qu'il faut que vous appreniez par cœur, c'est ça. Donc là, non, je plaisante. Ici, vous avez le tableau qui vous donne toutes les classes de météorites. Alors, avec une différenciation qui augmente dans ce sens-là. Ici, vous avez les corps les plus primitifs. Donc, vous retrouvez bien les trois grandes familles que j'ai évoquées, pierreuses, mixtes, métalliques. Alors, toutes les sous-classes de météorites métalliques que vous pouvez trouver ici. Les deux sous-classes de météorites mixtes, mais aussi des palacites. Et à l'intérieur des pierreuses, les achondrites, elles aussi, qui se déclinent en plusieurs familles. Les chondrites, avec les chondrites ordinaires, et les chondrites carbonés. Donc maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Si vous aviez à votre disposition toute une collection de météorites, et qu'on vous demandait de dater la formation du système solaire, quelle météorite vous prendriez? Oui? Alors, peut-être que on prend vraiment les inclusions ou la matrice? En tout cas, l'objet, effectivement, c'est ça. Il faut prendre ça. Donc, je surveille de très près les palacites et ma chondrite carbonée. Effectivement, c'est le matériau le plus primitif qu'on a à notre disposition. Ce sont ces chondrites carbonées. Alors, par contre, oui, qu'est-ce que tu dates? Ça, c'est la vision classique, standard, c'est que les météorites carbonées qui contiennent des inclusions réfractaires, il y a des inclusions réfractaires dans certaines mais les inclusions réfractaires sont les objets apparemment les plus primitifs. Mais on a trouvé dans des météorites de fer des indications avec des radioactivités éteintes, quelque chose qui était peut-être, même probablement plus ancien que la CIRI. Ça, c'est un gros mystère depuis 2-3 ans. Il semble que des chondrites. Vous avez entendu, mais il y a donc une indication très forte dans certaines météorites de fer qu'il y a du matériel qui pourrait être au moins aussi vieux que les CAI, et c'est un des mystères plus épais qu'il y a actuellement. Voilà, je vous le livre tel que c'est. Voilà, donc. A priori, si on veut un bon truc bien vieux, bien primitif, on prend les CAI. Alors, ceci étant, il faut se rendre compte que les chondrites carbonées ne sont pas les premiers éléments formés par le système solaire à cause de radioactivité éteinte, mais c'est les derniers gravats. Ce n'est pas les objets les plus anciens, ce sont ceux qui n'ont pas été transformés. Donc, il n'y avait pas de radioactivité éteinte, ça n'a pas fondu, ça ne s'est pas différencié. Donc c'est la collection quand on prend le balai et qu'on balaye après la construction de la maison, on a les météorites carbonées. C'est à peu près les chondrites carbonées. C'est l'inverse de ce qu'intuitivement on pourrait penser. Parce que tout ce qui arrive très tôt, c'est plein de radioactivité éteinte, c'est chaud, ça fond. Et donc c'est les derniers. C'est ce qu'on a de plus primitif à notre portée maintenant. Alors, est-ce que c'est... j'en parlerai un petit peu cet après-midi, justement du lien entre le milieu interstellaire et... d'un point de vue chimique et de ce qui arrive dans la nébuleuse, c'est quelque chose sur lesquels on ne sait pas. L'une des idées très, très simples qu'on a eues pendant longtemps, c'était que les comètes, qui sont les petits corps qui sont formés justement assez loin du Soleil, auraient pu garder intacte en leur sein la matière primitive du nuage moléculaire. Alors ce qu'on a vu un petit peu avec Thierry, c'est qu'il y a tout un brassage dans la nébuleuse, il y a toute une turbulence, donc c'est
les petits corps ne sont pas formés forcément à l'endroit où, enfin, avec la matière qui est arrivée à cet endroit. Il y a tout un brassage, donc de la matière qui tombe peut-être très loin dans la nébuleuse et qui va être rapprochée du Soleil, qui va être rééjectée les processus qu'avait été imaginés par Frank Shu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, au vu des résultats de Stardust, il y a on a à l'intérieur des comètes à la fois de la matière qui semble être très primitive et qui côtoie de la matière qui a été portée à très haute température. Donc on est en train vraiment de se casser la tête sur ça. Mais c'est un peu vrai comme pour tout. Au début, on a des images très simples. Moi, sur les météorites, je ne peux pas vous montrer plus que la partie, la version un peu BD. Mais je pense qu'il faut commencer par là, quand on n'y connaît rien, avec les choses très, très schématiques. Et ensuite, comme pour tout, dès qu'on rentre dans les détails, hop, oui, mais quand même, ça je ne le savais pas, hein, dans les sidérites, il y a des choses qui sont encore plus primitives. Donc, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Donc voilà. Donc, pour pas les oublier, hein, je vous ai mis 2 photos de micrométéorites. Donc vous voyez, c'est des petits objets qui ont des formes qui peuvent être assez variées. Et puis, non, je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que c'était à peu près clair. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez refaire un petit tour pour regarder les météorites, pour les regarder sous un jour nouveau,